La vie est-elle un phénomène extraordinaire, survenu uniquement sur notre planète? Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Depuis très longtemps, l'humanité se pose cette question qui reste à ce jour sans réponse. Mais grâce aux avancées extraordinaires accomplies en astronomie ces dernières années, ce mystère est sur le point d'être élucidé. Des sondes spatiales, à la pointe de la technologie, explorent les planètes et les satellites de notre système solaire, tandis que des télescopes, toujours plus sophistiqués, scrutent le cosmos en quête de réponses. Les résultats de ces recherches sont renversants. La plus grande avancée faite en astronomie depuis 20 ans, c'est d'avoir découvert que la plupart des étoiles sont entourées de planètes. Il y en a à profusion, plus que d'étoiles. Ces découvertes ont été rendues possibles grâce à Kepler, une sonde de la NASA lancée en 2009 qui a marqué un tournant dans la recherche de la vie au-delà de notre système solaire. Nous savons désormais que notre galaxie compte à elle seule des milliards d'exoplanètes semblables à la Terre. Compte tenu de l'immensité de l'univers, riche de plus de 100 milliards de galaxies, comment ne pas envisager qu'il puisse exister quelque part une sœur jumelle de notre planète, où la vie serait possible? La trouver n'est qu'une question de temps. Dans les environnements en apparence hostiles de notre système solaire, la vie pourrait exister ou s'être développée autrefois. Peut-être découvrirons-nous des formes de vie dans les étranges lacs de méthane de Titan. Dans l'océan caché sous la mystérieuse surface gelée d'Europe. Dans les gigantesques geysers d'Encelade. Ou encore sur les plaines désertiques de Mars. Un autre foyer de vie dans le système solaire impliquerait que l'apparition du vivant n'est pas rare dans l'univers. Nous ne savons pas encore si la découverte d'une vie extraterrestre se produira d'abord sur l'une des planètes ou des satellites de notre système solaire, ou bien sur une exoplanète semblable à la Terre. Mais une chose est sûre, nous n'avons jamais été si près de résoudre l'une des plus grandes énigmes du monde. Y a-t-il de la vie ailleurs? En tant qu'être humain, nous avons une notion instinctive de ce qu'est la vie. Les scientifiques ont pourtant le plus grand mal à définir ce qui demeure sans doute l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. Pour que la vie apparaisse, de la matière doit s'organiser d'une manière spécifique, pour constituer une entité capable de transformer de l'énergie et de se développer. Cette entité doit également être en mesure de se reproduire. Nous ne savons toujours pas précisément ce qu'est la vie. La définition empirique que nous en avons, celle que je préfère en tout cas, c'est que la vie est une entité chimique autonome capable d'évolution darwinienne par sélection naturelle. Certaines recherches affirment que la vie serait présente sur Terre depuis déjà 4 milliards 100 millions d'années. Cela signifierait que des organismes vivants y seraient apparus rapidement après la formation de notre planète. Mais une question demeure. La vie est-elle un phénomène propre à la Terre? Les processus chimiques en lien avec la vie se sont enclenchés quelque temps après le Big Bang, il y a 13 milliards 800 millions d'années, alors que l'univers n'existait que depuis 10 à 17 millions d'années. La vie a pu apparaître indépendamment en de très nombreux endroits du cosmos. À l'inverse, il est possible qu'elle n'ait surgi qu'en de rares occasions, avant de voyager jusqu'aux planètes habitables,
par l'intermédiaire de météorites et de comètes. Ce processus est appelé panspermie. Dans un cas comme dans l'autre, des molécules organiques complexes ont pu se former au sein du disque de poussière cosmique qui entourait le Soleil avant la formation de la Terre. Si ces hypothèses sont exactes, des formes de vie pourraient être découvertes sur plusieurs autres planètes et satellites de notre système solaire, et même sur des planètes d'autres systèmes stellaires. Depuis l'Antiquité, l'homme n'a cessé de se demander s'il était seul dans l'univers. Les astronomes s'intéressent depuis très longtemps à la question d'une possible vie extraterrestre. On retrouve des traces de ces spéculations dans les écrits des civilisations antiques, aussi bien chez les Grecs et les Romains que chez les Chinois. Fouiller le cosmos à la recherche de vie extraterrestre implique en premier lieu d'établir les conditions nécessaires à son apparition. Il faut d'abord une source d'énergie, une étoile proche par exemple, pour permettre des réactions endothermiques, c'est-à-dire accompagnées d'une absorption de chaleur. Certaines matières premières sont ensuite indispensables à l'élaboration de composés organiques, en premier lieu le carbone. Sur Terre, on a très bien identifié les briques du vivant. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et quelques autres éléments. Ce sont ces éléments-là que nous recherchons sur d'autres planètes pour savoir si elles peuvent abriter de la vie telle que nous la connaissons. Les briques de la vie, du moins telles qu'on la connaît, sont des éléments extrêmement répandus dans l'univers. Autre condition indispensable à la vie, la présence d'un liquide ou d'un gaz très dense qui joue le rôle de solvant et permet des réactions biochimiques rapides et stables. Sur Terre, cette fonction est assurée par l'eau à l'état liquide. Mais l'eau ne peut exister sous cette forme que si certains critères de composition atmosphérique et de température sont réunis. Maintenant que sont posées les conditions essentielles de la vie, une autre question se présente. Combien de planètes ou de satellites de notre système solaire remplissent ces conditions ? Hormis la Terre, 3 astres de notre système solaire pourraient recéler à leur surface de l'eau à l'état liquide. La planète Mars, le satellite Europe, en orbite autour de Jupiter, et l'un des satellites de Saturne, Encelade. Et depuis quelques années, un autre candidat à la vie est apparu. Il s'agit du plus gros satellite de Saturne, Titan. Jusqu'en 2004, Titan était une énigme aux yeux des astronomes, en raison du dense brouillard opaque qui masque sa surface. Titan est le plus grand satellite de Saturne. Et c'est aussi l'un des plus grands de tout le système solaire. C'est également le seul satellite connu à disposer d'une atmosphère dense. En 2004, la sonde spatiale Cassini parvient à proximité de Titan, où elle libère un module de descente européen baptisé Huygens. Ce module va tout changer. Voici les images capturées par la caméra de Huygens au cours de sa descente dans l'atmosphère brumeuse du satellite. Titan possède des paysages très proches de ceux de la Terre, avec ses montagnes, ses vallées et ses plaines. Lorsque la sonde se pose à la surface, elle révèle une information à laquelle personne ne s'attend. Des galets sont présents un peu partout, semblables à ceux que l'on trouve dans le lit des cours d'eau terrestres. Quand on observe ces galets,
on se rend compte que leur forme est le résultat d'une érosion qui s'est produite au fond de torrents ou de fleuves. Mais il ne s'agit pas de pierres au sens où nous l'entendons. Ces galets sont constitués d'eau à l'état de glace, et ils sont si durs qu'ils se comportent comme des pierres. Comment ces galets ont-ils été érodés? De l'eau liquide est-elle présente à la surface de Titan? Avec des températures de l'ordre de moins 180 degrés, l'eau devrait en principe s'y trouver sous sa forme solide. Le radar de la sonde Cassini a la réponse. Ces relevés topographiques permettent de découvrir que Titan est recouvert de centaines de lacs. La grande différence avec les lacs terrestres, c'est qu'ils ne sont pas constitués d'eau, mais de méthane et d'éthane liquides. Sur Terre, ces deux hydrocarbures existent sous forme de gaz, mais la température glaciale qui règne sur Titan les maintient à l'état liquide. Titan est un monde fascinant. C'est en quelque sorte l'endroit le plus étrange de tout le système solaire. Hormis la Terre, c'est à notre connaissance le seul astre dont la surface est couverte de mer à l'état liquide, même si elles ne sont pas constituées d'eau. Il n'y a jamais la moindre vague sur ces lacs et sur ces mers, car le méthane et l'éthane liquide sont beaucoup moins denses que l'eau. Les images radar fournies par Cassini ont montré que sur Titan, le méthane liquide forme des nuages capables de provoquer des orages, et même de se déverser en pluie. Dans l'atmosphère de Titan, le méthane à l'état liquide se comporte de manière similaire à l'eau dans notre atmosphère. Le cycle de l'eau tel qu'on le connaît sur Terre se retrouve sur Titan avec le méthane qui se dépose en pluie ou en brume à la surface. On a identifié la présence de canaux et de cours d'eau par lesquels le méthane s'écoule le long des reliefs de Titan et provoque le même type de phénomène géologique que l'eau sur Terre. À l'état liquide, le méthane connaît sur Titan un cycle très proche de celui de l'eau sur notre planète. Le méthane pourrait-il jouer le même rôle que l'eau sur Terre, celui d'un liquide permettant à des molécules organiques de se dissoudre et d'interagir? La réponse à cette question est loin d'être évidente. Les conditions présentes à la surface de Titan présentent pourtant des similitudes avec celles de la Terre d'il y a 4 milliards d'années. Par bien des aspects, l'atmosphère de Titan ressemble à celle de la Terre lorsqu'elle était à un stade primitif, mais avec des températures bien plus basses. D'un point de vue chimique, ce sont les mêmes processus probiotiques qui sont à l'œuvre. Ce que l'on ne sait pas, c'est s'ils vont donner naissance à des organismes véritablement biologiques sur Titan, que ce soit à la surface ou en sous-sol. Cependant, la température du méthane et de l'éthane liquide est inférieure d'environ 200 degrés à celle de l'eau liquide, ce qui implique que toute réaction biochimique sur Titan se déroulerait à un rythme extrêmement lent. Ces hydrocarbures sont également des solvants beaucoup moins efficaces que l'eau, et donc bien moins susceptibles de permettre l'apparition de la vie. Et comme il fait si froid sur Titan, l'eau ne peut pas y jouer son rôle de solvant. Plusieurs expériences ont démontré que lorsqu'on reproduit l'atmosphère de Titan, des rayonnements UV permettent de générer des molécules complexes, qui peuvent être considérées comme des étapes préliminaires à la vie. Certains se demandent quel genre d'organisme biologique pourrait apparaître dans un milieu aux conditions physico-chimiques aussi étranges. Et à quoi ressemblerait une biologie basée sur le méthane? Mais d'après nos connaissances, ce ne serait sans doute pas l'élément idéal pour fournir une structure valable à des réactions biochimiques. Les découvertes réalisées sur Terre au cours des dernières décennies ont montré que même dans les circonstances les plus improbables et les conditions les plus extrêmes, la vie était capable de s'adapter à son milieu. Nous savons aujourd'hui qu'il existe des organismes dits extrémophiles, qui évoluent dans des conditions environnementales impensables quand j'étais étudiante. On croyait qu'aucune vie n'était possible dans un milieu qui serait trop chaud, trop froid, trop acide, trop basique, soumis à une pression trop élevée ou à des radiations trop intenses.
Des organismes ont pourtant évolué pour se satisfaire de ces conditions extrêmes. L'étude toute récente des extrémophiles change radicalement la donne. Elle nous oblige à revoir nos certitudes quant aux possibilités de trouver de la vie ailleurs. Les extrémophiles, tels que les bactéries présentes dans l'environnement toxique et les températures élevées des cheminées hydrothermales sous-marines, offrent un aperçu des organismes ayant pu se développer sur d'autres planètes. La plupart des astres qui nous entourent ont des milieux très inhospitaliers, parmi lesquels on retrouve parfois des températures très basses et une exposition solaire minimale. La découverte des extrémophiles est venue modifier radicalement toutes nos idées reçues sur ce qui est considéré nécessaire à la vie. Soudain, notre système solaire nous est apparu infiniment plus vaste en termes d'habitabilité. On s'est rendu compte qu'il abritait une quantité d'environnements potentiellement habitables qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Titan est en résumé un monde riche en matière organique, où le méthane obéit à un cycle comparable aux processus atmosphériques et géologiques du cycle de l'eau sur Terre, un facteur très favorable à l'apparition de la vie. Ces dernières années, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont travaillé ensemble au développement d'une mission spatiale non habitée, destinée à dévoiler les derniers mystères de Titan. Mais aucun programme n'a encore été validé. Parmi les projets proposés pour explorer les lacs d'éthane et de méthane de Titan, le Titan Submarine de la NASA est l'un des plus enthousiasmants. Ce sous-marin s'aventurerait dans les profondeurs du Kraken Mare, la plus grande étendue liquide à la surface du satellite. Une telle mission constituerait la toute première exploration d'une mer extraterrestre. Une occasion de mesurer sa composition organique et peut-être d'en explorer les rivages. Mais le programme Titan Submarine n'est qu'au stade de projet. Il y a une foule d'approches fascinantes pour se lancer dans l'exploration de Titan, mais la NASA n'en a encore retenu aucune. Dans l'orbite de Saturne se trouve un satellite aussi petit que mystérieux. Il n'a rien de commun avec la soixantaine d'autres satellites que compte la planète géante. Cette minuscule lune gelée de 500 km de diamètre se nomme Encelade. Au cours des dernières années, l'exobiologie en a fait son objet d'étude privilégié, car on y a détecté des conditions très favorables à la présence de vie. La majeure partie de nos connaissances sur Encelade sont le résultat de la mission Cassini, qui est en cours depuis déjà de nombreuses années. La sonde Cassini est un orbiteur qui étudie le système saturnien et ses différents satellites, mais en se focalisant plus particulièrement sur Encelade. Pour la toute première fois, la mission Cassini nous a permis de contempler en gros plan ce monde si distant. Voici les premières images prises par Cassini. La surface d'Encelade est blanche et scintillante, et elle est parcourue de fissures, de crêtes et de crevasses. Au pôle sud d'Encelade, Cassini fait une surprenante découverte. La sonde photographie d'étranges crevasses, plus grandes que les autres, qui apparaissent en bleu. Les scientifiques baptisent ce groupe de 4 crevasses parallèles les rayures du Tigre. D'une longueur de 120 km et profonde de plusieurs centaines de mètres, elles sont semblables aux lignes de faille que l'on peut observer sur Terre. Après plusieurs passages à proximité d'Encelade, le radar thermique de Cassini effectue un relevé inattendu. Les rayures du Tigre devraient être plus froides que le reste de la surface puisqu'elles sont situées au pôle sud. Et pourtant, de la chaleur s'en dégage. La température des crevasses est de moins 80 degrés, soit 120 de plus que sur le reste du satellite. Il ne fait aucun doute que les informations qui ont été recueillies à cet endroit permettent de penser qu'il y a là un potentiel très fort d'environnement habitable. Mais la découverte la plus surprenante est encore à venir. Après une modification de son orbite,
Cassini capture une image saisissante. D'immenses panaches de glace sont projetés dans l'espace. La sonde est parvenue à photographier des gerbes d'eau, de vapeur et de cristaux de glace qui étaient expulsés de la surface au niveau du pôle sud d'Encelade. Dans les panaches visibles sur ces images réelles, les particules de glace qui sont éjectées à des centaines de kilomètres d'altitude proviennent des rayures du Tigre. Cette matière est éjectée par des fissures présentes à la surface. Et ces fissures semblent communiquer avec l'intérieur du satellite. Mais comment un si petit satellite peut-il générer la chaleur nécessaire à une telle activité géothermique? Les scientifiques pensent qu'Encelade disposerait d'une source d'énergie interne. Dans sa course orbitale autour de la masse énorme de Saturne, Encelade s'échauffe sous l'effet des forces gravitationnelles, ce qui fait fondre la glace à l'intérieur du satellite. Les panaches d'eau éjectés de la surface gelée d'Encelade sont de gigantesques geysers, semblables à ceux qu'on observe sur Terre dans les points chauds géologiques. Cassini est équipé d'un détecteur capable de traverser ces panaches pour en prélever des particules et analyser leur composition chimique. Les fois où le détecteur a fonctionné, il a découvert que certaines de ces particules étaient salées. Or, la seule manière pour du sel de s'incorporer à une particule, c'est de s'évaporer directement depuis un liquide. C'est un indice supplémentaire qui pousse à croire que de l'eau liquide est présente sous la surface d'Encelade, là où sont expulsés ces panaches. Mais cela suffit-il à prouver qu'il existe sous la croûte de glace de la surface d'Encelade un océan souterrain? Nous avions besoin de réunir davantage de preuves. Un élément supplémentaire a confirmé cette théorie lorsque nous avons soigneusement analysé la trajectoire de Cassini au-dessus d'Encelade pour mesurer comment la gravité du satellite agissait sur la sonde. Les résultats de cette analyse ont mis en évidence une anomalie de densité sous l'ensemble du pôle sud, ce qui indiquait la présence sous toute cette région d'une étendue d'eau dont provenaient les panaches. Ces gerbes d'eau pourraient être reliées à des cheminées hydrothermales formées sur le plancher océanique, là où l'eau liquide du satellite est en contact avec la roche sous-jacente, un milieu des plus favorables à la vie. Mais jusqu'ici, rien ne prouve que de la vie se cache sous cette croûte de glace. C'est pour cela qu'il est décidé que Cassini doit traverser les panaches pour en collecter des particules. Les spectromètres de la sonde détectent alors quelque chose de fascinant dans les particules émises dans l'espace. Les briques chimiques fondamentales de la vie. Encelade est fascinant, car pour autant qu'on le sache, les 3 ingrédients de base de la vie y sont présents. De l'eau à l'état liquide, des nutriments et des composés organiques. Mais ce monde, si différent de celui que nous connaissons, abrite-t-il réellement la vie? Grâce au geyser, il serait possible d'accéder à la mer souterraine d'Encelade et d'en analyser la composition. Si des organismes microbiens y sont présents, les particules de glace de la mer pourraient permettre aux astrobiologistes de les identifier. 2 missions d'exploration d'Encelade sont envisagées par la NASA dans un avenir proche. La première aurait pour objectif Encelade et Titan, afin d'évaluer dans quelle mesure les 2 satellites pourraient abriter de la vie. La seconde mission, en attente de validation et de financement, se consacrerait exclusivement à rechercher des traces de vie sur Encelade. Il s'agirait de capturer des particules de glace de ce petit satellite de Saturne et de les rapporter sur Terre, où elles pourraient être analysées en profondeur. Techniquement, il est assez simple d'envoyer une sonde vers Encelade pour capturer des particules de glace de ces panaches. On peut ensuite les étudier sur place ou bien les rapporter sur Terre afin de les analyser en laboratoire. Malheureusement, aucune de ces 2 missions n'a encore été validée.
Nous devrons donc encore patienter avant de découvrir si une forme de vie est présente sur ce fascinant petit satellite de Saturne. La prochaine étape de notre voyage à la recherche de la vie est aussi un satellite, mais celui-ci est en orbite autour de Jupiter. 6 fois plus gros qu'Encelade et légèrement plus petit que notre Lune, Europe compte parmi les 4 satellites les plus volumineux de Jupiter. Il fait à sa surface une température glaciale de moins 160 degrés. Presque toutes nos informations sur Europe ont été obtenues grâce à une mission non habitée de la NASA, Galileo, dont la sonde est passée 12 fois à proximité du satellite. Voici les premières images d'Europe prises par Galileo. Le satellite est recouvert d'une couche de glace très lisse. Aucun autre objet ne possède une surface aussi uniforme dans tout le système solaire. La surface d'Europe est unique dans notre système solaire. Elle présente très peu de cratères, un élément qui nous indique que sa surface se renouvelle régulièrement. Certaines zones de sa surface sont constituées de blocs de glace distincts mais qui semblent s'imbriquer. Ces icebergs ont pu être déplacés par de la glace fondue ou de l'eau présente au-dessous. Ces fissures se prolongent sans doute jusqu'au plancher océanique. L'eau pourrait donc être soumise à un processus de percolation. Ce paysage si particulier est comparable à celui d'une banquise terrestre. Les observations de Galiléo ont permis d'aboutir à notre représentation actuelle d'Europe, un astre possédant un océan liquide sous sa surface. En 1996, la sonde Galileo a détecté la présence d'un champ magnétique à la surface d'Europe. Cela indique une certaine conduction électrique, susceptible de provenir d'un océan salé d'une centaine de kilomètres de profondeur. Les études, observations et relevés divers, effectués au cours des dernières décennies, tendent tous à accréditer l'idée qu'il y a bel et bien un océan sous la glace présente en surface. Il y a donc sur Europe le premier ingrédient indispensable à la vie, de l'eau à l'état liquide. Mais comment cette eau peut-elle rester liquide alors qu'il fait moins 160 degrés en surface? Une mystérieuse source de chaleur interne doit être responsable de la fonte de la calotte de glace. La clé de l'énigme se trouve du côté de Jupiter. Il est possible que la friction générée par l'orbite excentrique d'Europe autour de Jupiter entraîne un échauffement de la glace. La glace qui se trouve à la surface d'Europe se craquelle continuellement. Ce n'est pas une enveloppe hermétiquement fermée. Et ces fissures mettent en lumière la tension gravitationnelle générée par la rotation d'Europe autour de Jupiter. On peut imaginer que toutes ces frictions produisent une grande quantité d'énergie, et donc de chaleur. Et nous avons de sérieuses raisons de penser que ce processus est responsable d'un réchauffement de l'eau, qui suppose du même coup l'existence de phénomènes hydrothermaux. Des volcans présents au plus profond de l'océan du satellite pourraient déboucher sur des cheminées hydrothermales qui fourniraient l'énergie nécessaire pour maintenir de l'eau à l'état liquide. Deux des conditions nécessaires à la vie seraient donc réunies. Un liquide, en l'occurrence de l'eau, et une source d'énergie, cette chaleur interne. La présence de composés organiques sur Europe ferait grimper en flèche les probabilités de voir de la vie y apparaître. La sonde Galileo a révélé que la glace du satellite contenait du dioxyde de carbone. Soumis aux intenses radiations en provenance de Jupiter, ce dioxyde de carbone peut produire des molécules organiques simples, telles que le formaldéhyde, une étape supplémentaire vers l'apparition de la vie. Le système de marée observé sur Europe pourrait également favoriser le brassage dans l'océan des matériaux nécessaires à la vie. Mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. En 2013, la NASA fait part d'une surprenante découverte effectuée sur la croûte de glace d'Europe. Une substance apparentée à l'argile y a été détectée, et plus précisément, des phyllosilicates.
Dans le mot phyllosilicate, on retrouve phyllo, qui signifie feuille, et silicate, qui est une manière savante de désigner les argiles, cette famille de minéraux qui se forment dans de grandes quantités d'eau. D'après certaines théories, ces argiles faisaient partie des premiers minéraux présents durant les premiers stades de la vie sur Terre. Certaines hypothèses avancent que la présence de ces minéraux résulterait d'une collision avec un astéroïde ou une comète. La présence sur Europe d'eau à l'état liquide, d'une source d'énergie et des indispensables briques du vivant ouvre la possibilité que de la vie soit présente en des lieux improbables. À 3500 mètres sous les glaces de l'Arctique, des cheminées hydrothermales rejettent de l'eau hautement toxique à très haute température et dans l'obscurité la plus complète. Les scientifiques pensent que de telles cheminées pourraient être présentes sur le plancher océanique du satellite Europe. On a récemment découvert que plusieurs kilomètres carrés du plancher océanique de l'Arctique étaient couverts d'organismes extrémophiles vivants agglutinés autour de ces cheminées. La présence de vie en un tel endroit renforce la probabilité qu'il y en ait sur Europe. Europe représente très certainement notre meilleure chance de découvrir un organisme vivant ailleurs que sur Terre. La principale difficulté reste de prouver que la vie a bel et bien pu s'épanouir dans un environnement aussi étrange. La NASA et l'Agence spatiale européenne ont prévu de lancer dans les années à venir 2 missions distinctes afin d'évaluer si Europe peut abriter une forme de vie. En 2015, la NASA a donné son feu vert au lancement d'une nouvelle mission vers Europe, dans le but d'étudier son environnement et plus particulièrement son habitabilité. Le projet Europa Clipper de la NASA prévoit le lancement d'une sonde spatiale de plus de 3 tonnes en 2021. Très autonome et résistante aux radiations, elle sera capable d'effectuer des survols répétés d'Europe à basse altitude. Nous regarderons aussi ce qui se passe sous la surface, pour en savoir plus sur la structure de la banquise et de l'océan qui se trouve au-dessous. Nous utiliserons des radars, des détecteurs de champs magnétiques et d'autres instruments de mesure. En parallèle, l'Agence spatiale européenne développe son propre programme, la mission Jupiter Icy Moon Explorer, dite mission JUICE. Prévue au lancement en 2022, elle devrait atteindre Jupiter en 2030. La sonde JUICE passera 3 ans au moins à effectuer des observations détaillées d'Europe, mais aussi de la géante gazeuse Jupiter et de 2 de ses plus gros satellites, Ganymède et Callisto. Nous devrons encore patienter une quinzaine d'années avant de savoir avec certitude s'il y a ou non de la vie sur Europe. Parmi les quelques 160 objets célestes que compte le système solaire, Mars est la planète sur laquelle les astrobiologistes se sont penchés avec la plus grande attention. De nombreux indices laissent à penser qu'à un stade très primitif de son histoire, Mars était recouverte de vastes étendues d'eau, avait une atmosphère dense et abritait une grande variété de molécules organiques. Elle présentait en quelque sorte des caractéristiques très proches de celles de la Terre. J'ai coutume de dire que pour comparer Mars à la Terre, on peut se contenter d'utiliser des mots qui nous sont familiers. Mars possède elle aussi des montagnes, des canyons, des calottes glaciaires, des dunes. Des indices montrent que Mars était autrefois bien plus chaude et humide qu'aujourd'hui. Ses lits de rivières asséchés, ses vastes canyons balayés par des inondations dantesques, ou encore ses vallées creusées par des fleuves tumultueux. Sans parler de ses calottes polaires ou de ses volcans. On a aussi décelé sur Mars des minéraux qui se forment uniquement en présence d'eau. De nombreux éléments attestent la présence d'eau à l'état liquide à un stade primitif de l'histoire de Mars il y a 4 milliards d'années environ, et peut-être aussi d'eau résiduelle à une époque plus récente.
Mais tout indique que ces masses d'eau ont disparu de la surface de Mars il y a plusieurs milliards d'années, lorsque Mars s'est refroidi et a perdu son atmosphère. Y a-t-il jamais eu de la vie sur la planète rouge? On avait un morceau de sol martien dans notre laboratoire, et il s'y trouve encore aujourd'hui. Il s'agit de l'échantillon Allan Hills 84001, un rocher qui a été arraché à la surface de Mars il y a des millions d'années à la suite d'un impact. Cette roche a dérivé dans l'espace avant de venir s'écraser sur Terre dans la calotte glaciaire de l'Antarctique. En 1984, alors qu'on profitait du dégel printanier pour faire nos relevés d'échantillons, des roches noires ont été retrouvées dans les eaux de fonte. C'est en analysant les gaz contenus à l'intérieur qu'on s'est rendu compte qu'on avait affaire à du sol martien. On en a étudié des fragments à l'échelle microscopique, ce qui a donné lieu à une controverse scientifique majeure. Certains d'entre nous affirmaient que des éléments présents dans cette roche ne pouvaient être produits que par une action biologique. Mais d'autres soutenaient au contraire qu'ils pouvaient être le fruit d'une action géologique. La recherche de vie sur Mars a débuté il y a plusieurs dizaines d'années. En 1975, le lancement des sondes Viking 1 et 2 marque la première tentative de recherche de vie microbienne sur la planète rouge. 2 décennies plus tard, en 1997, le programme Mars Pathfinder marque une nouvelle étape dans cette aventure. Cette mission révèle notamment l'abondance dans la roche martienne de silicium, de fer, de magnésium, d'aluminium, mais aussi de soufre, de calcium et de titane. En 2008, la sonde Phoenix explore le pôle nord de Mars. En creusant à quelques centimètres sous la surface, la sonde découvre une matière blanche qui s'évapore quelques jours plus tard. L'analyse de cette matière révèle qu'il s'agit d'eau gelée. Des relevés radars, effectués par satellite au-dessus des 2 pôles de Mars, indiquent la présence d'une grande quantité de glace sous une couche de dioxyde de carbone gelé. Si toute cette glace venait à fondre, Mars serait recouverte d'un océan de 25 mètres de profondeur. Ces mêmes satellites découvrent par ailleurs que de la glace est enfouie sous l'ensemble des plaines désertiques. Cette révélation fait l'effet d'un coup de tonnerre. La surface de Mars est couverte d'immenses réserves d'eau. Mais peut-il y avoir de la vie au sein même de cette glace enfouie? Nous savons désormais que des organismes extrémophiles sont capables de vivre dans des milieux semblables, tels que les vallées sèches de McMurdo en Antarctique. À l'heure actuelle, l'environnement martien est très sec et très froid. En ce sens, on peut le comparer à celui de certaines régions de l'Antarctique d'aujourd'hui. Mars s'apparente à un désert où il règne un froid intense. Si on y ouvrait un récipient contenant de l'eau, elle s'évaporerait très rapidement à cause de la sécheresse extrême de l'atmosphère. Comme sur Mars, on a retrouvé en Antarctique de la glace enfouie sous une couche de sol sec. À l'endroit où le sol était en contact avec la glace, se trouvait une fine couche d'eau liquide, dans laquelle des organismes extrémophiles se développaient pendant une période très courte. Durant la majeure partie de l'année, ces micro-organismes sont gelés. Ils ne sortent de leur inactivité qu'au cours des quelques semaines les plus chaudes de l'été. Le même phénomène serait possible sur Mars. Des microbes vivent peut-être encore aujourd'hui quelque part dans le sous-sol martien, à la faveur d'une fine couche d'eau résiduelle ou d'une véritable poche d'eau liquide. Plus on descend dans le sol, plus il y a de chances qu'il y ait de l'eau liquide. Durant l'été martien, la température peut atteindre 20 degrés à l'équateur. De la glace enfouie pourrait alors fondre et permettre des conditions similaires à celles observées dans les vallées sèches de l'Antarctique. Les microbes qui se trouveraient éventuellement sur Mars sont sans doute protégés par une enveloppe de roche, si l'on se réfère aux microbes qui ont été découverts sur des sites analogues sur Terre.
Ce genre de microbes vivant sous terre pourrait parvenir à se développer aussi sur Mars. Il faudra attendre une future mission pour savoir si cette hypothèse est exacte. Mais il existe une autre raison valable de penser que de l'eau liquide est présente dans le sous-sol martien. Les volcans gigantesques qui se dressent à la surface de Mars, tels l'Olympus Mons, pourraient contribuer par leur chaleur à maintenir de l'eau à l'état liquide. Cela signifierait que des cheminées hydrothermales, semblables à celles en activité sur Terre, pourraient exister aussi sur Mars. Et si des extrémophiles vivent autour des cheminées hydrothermales terrestres, des organismes similaires sont peut-être présents sur la planète rouge. La découverte d'eau liquide à la surface de Mars changerait radicalement la donne. En septembre 2015, la mission Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA nous rapproche de cette éventualité. La sonde orbitale apporte la preuve la plus convaincante à ce jour que de temps à autre, de l'eau à l'état liquide s'écoule actuellement sur Mars. Ce n'est pas une eau pure et transparente. Elle est très trouble et très salée. C'est pour cette raison qu'elle ne s'évapore pas tout de suite à la surface de Mars, malgré la pression atmosphérique très faible qui y règne. De mystérieuses traînées sont observées sur certains reliefs de la planète rouge. Grâce à un spectromètre imageur, des chercheurs y détectent la signature chimique de minéraux hydratés. Ces traînées semblent s'écouler le long des pentes montagneuses les plus raides durant les saisons chaudes, puis s'estompent durant les saisons froides. Cette découverte prouve enfin que de l'eau liquide est bel et bien présente de nos jours à la surface de Mars. Peut-être que dans ces écoulements éphémères d'eau liquide, des organismes microbiens sont parvenus à survivre. Il faudra attendre de futurs véhicules d'exploration martienne pour que ces hypothèses puissent être confirmées. L'état de nos connaissances sur Mars promet d'être bouleversé par les prochaines missions de la NASA et de l'Agence spatiale européenne menées dans le cadre du programme d'exploration martienne. Plus on explore Mars, plus nos découvertes nous incitent à penser qu'à une époque très ancienne, les conditions s'y sont trouvées réunies pour que la vie y apparaisse. Une fois ce constat fait, d'autres questions se posent. La vie est-elle apparue sur Mars? Si oui, à quel endroit? Et après si longtemps, quelles traces peut-il en rester? Le but ultime des missions martiennes est de préparer le terrain pour une exploration humaine de la planète rouge, ce qui représenterait un tournant majeur de notre histoire. La première étape de cet ambitieux programme d'exploration est le projet ExoMars, développé par l'Agence spatiale européenne et Roscosmos, son homologue russe. La NASA a dû abandonner sa participation du fait de ses difficultés financières. Le premier objectif scientifique de la mission est de rechercher sur Mars d'éventuelles traces laissées par une vie présente ou passée. Le programme ExoMars comprend le lancer de 2 sondes successives. La première mission, ExoMars 2016, est constituée de 2 engins, dont la sonde Trace Gas Orbiter, ou TGO, conçue pour être placée en orbite autour de Mars. Une opération menée avec succès en octobre 2016. Le but de cette sonde orbitale est d'étudier l'atmosphère martienne à la recherche de méthane et d'autres gaz qui pourraient être liés à des processus biologiques. Malheureusement, l'autre engin de la mission ExoMars, le module Schiaparelli, s'est écrasé à la surface de Mars. Mais une seconde mission devrait être lancée en 2020. Son véhicule d'exploration sera équipé d'une foreuse capable de creuser le sol martien jusqu'à 2 mètres sous la surface. Il prélèvera des échantillons à différentes profondeurs dans l'espoir de découvrir de l'eau liquide.
Il est prévu que la foreuse ne creuse que dans les 2 premiers mètres de dépôt sédimentaire. C'est dans cette couche qu'il est le plus probable de trouver des traces de cellules viables. La NASA lancera son propre programme en 2020. Le véhicule d'exploration de Mars 2020 devra étudier divers types de roches et de sols pour mieux comprendre les conditions régnant autrefois sur Mars et rechercher des traces anciennes de vie microbienne. L'une de ces tâches consistera à suivre l'évolution de la météo et le comportement de la poussière dans l'atmosphère martienne. Il devra aussi tester la possibilité de générer de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone ambiant dans l'optique d'une future exploration habitée.